La boîte à merveilles, suite du premier chapitre. Je me trouvais seul, les mains croisées sur mon ventre en flammes, plus bête que jamais au milieu de toutes ces inconnus et de leurs fastueux balluchants. Je m'habillai. Ma mère vint un moment m'entourer étroitement la tête dans une serviette qu'elle me noua sous le menton, me munit de toutes sortes de recommandations et s'engouffra dans les salles chaudes par cette porte noire, qui me faisait face et d'où s'échappaient toutes sortes de rumeurs. J'attendis sur l'estrade jusqu'au soir. Ma mère finit par venir me rejoindre, l'air épuisé, se plaignant de violents maux de tête. Heureusement pour moi, ces séances de bains étaient assez rares. Ma mère ne voulait point s'embarrasser de l'enfant empoté et maladroit que j'étais. Pendant son absence, j'étais livré à mes timides fantaisies. Je courais pieds nus dans le derbe imitant le pas cadencé des chevaux. Je hennissais fièrement, envoyais des ruades. Parfois je vidais simplement ma boîte à merveilles par terre et j'inventoriais mes trésors. Un simple bouton de porcelaine me mettait les sens en extase. Quand je l'avais longtemps regardé, j'en caressais des doigts la matière avec respect. Mais il y avait dans cet objet un élément qui ne pouvait être saisi, ni par les yeux, ni par les doigts. Une mystérieuse beauté intraduisible. Il me fascinait. Je sentais toute mon impuissance à en jouir pleinement. Je pleurais presque de sentir autour de moi cette étrange chose invisible, impalpable, que je ne pouvais goûter de la langue, mais qui avait un goût et le pouvoir d'enivrer. Et cela s'incarnait dans un bouton de porcelaine et lui donnait ainsi une âme et une vertu de talisman. Dans la boîte à merveilles, il y avait une foule d'objets hétéroclites qui pour moi seul avaient un sens. Des boules de verre, des anneaux de cuivre, un minuscule cadenas sans clé, des clous à tête dorée, des encriers vides, des boutons décorés, des boutons sans décor. Il y en avait en matière transparente, en métal, en nacre. Chacun de ces objets me parlait son langage. C'étaient là mes seuls amis. Bien sûr, j'avais des relations dans le monde de la légende avec des princes très vaillants et des géants au cœur tendre, mais il habitait les recoins cachés de mon imagination. Quant à mes boules de verre, mes boutons et mes clous, ils étaient là, à chaque instant, dans leur boîte rectangulaire, prêts à me porter secours dans mes heures de chagrin. Le lendemain du bain, ma mère ne manquait pas de raconter la séance à toute la maison, avec des commentaires détaillés où abondaient les traits pittoresques et les anecdotes. Elle mimait les gestes de telle shérifa connue dans le quartier, la démarche de telle voisine qu'elle n'aimait pas, parlait avec éloge de la caissière ou se révoltait contre les masseuses, ces entremetteuses mères des calamités, qui escroquaient les clientes sans leur apporter la moindre goutte d'eau. Le bain-mort était naturellement le lieu des potins et des commérages. On y faisait connaissance avec des femmes qui n'habitaient pas le quartier. On y allait autant pour se purifier que pour se tenir au courant de ce qui se faisait, de ce qui se disait. Il arrivait qu'une femme chantât un couplet et le couplet faisait ainsi son entrée dans le quartier. 2 ou 3 fois, ma mère assista à de vrais crépages de chignons. De telles scènes donnaient matière à des galas de comédie. Pendant une semaine, ma mère mimait devant les femmes de la maison, les amis de passage et les voisines la dispute et ses phases multiples. On avait droit à un prologue suivi de la présentation des personnages. Chacun avec sa silhouette particulière, ses déformités physiques, les caractéristiques de sa voix, de ses gestes et de son regard. On voyait naître le drame, on le voyait se développer, atteindre son paroxysme et finir dans les embrassades ou dans les larmes. Ma mère remportait auprès des voisines un gros succès. Je n'aimais pas beaucoup ces sortes d'exhibitions. L'excès de gaieté de ma mère était pour moi lié à de fâcheuses conséquences. Le matin, débordante d'enthousiasme,
Il ne manquait jamais le soir de trouver quelque motif de querelle ou de pleurs. Mon père rentrait toujours tard, et nous trouvait rarement de bonne humeur. Il subissait presque toujours le récit d'un événement que ma mère se plaisait à peindre avec les couleurs les plus sombres. Quelquefois, un incident de mince importance prenait des proportions de catastrophe. Ainsi en fut-il quand Rahma eut l'idée néfaste de faire sa lessive un lundi. Il était établi que ce jour-là appartenait exclusivement à ma mère. De bonne heure, elle occupait le patio, l'encombrait d'auge de bois, de bidons qui servaient de lessiveuse, d'eau soupe pour le rinçage et de paquets de linge sale. À peine vêtue d'un ciroil et d'un vieux cafeton déchiré, elle s'affairait autour d'un feu improvisé, remuait le contenu du bidon à l'aide d'une longue canne, pestait contre le bois, qui donnait plus de fumée que de chaleur, accusait les marchands de savon noir de l'avoir escroqué, et appelait sur leur tête toutes sortes de malédictions. Le patient ne suffisait pas à son activité. Il grimpait jusque sur la terrasse, tendait ses cordes, les soutenait à l'aide de perches de mûrier, redescendait brasser des nuages de mousse. Ce jour-là, ma mère m'expédia à l'école avec pour vêtement une simple chemise sous ma djellaba. Le déjeuner était sacrifié. Je devais me contenter d'un quartier de pain enduit de beurre rance, accompagné de 3 olives. Notre chambre même perdait son visage habituel. Les matelas gisaient là sans couverture. Les coussins n'avaient plus d'enveloppe, et la fenêtre semblait nue, sans son rideau semé de fleurettes rouges. La soirée était consacrée au pliage des vêtements. Ma mère prenait une chemise toute froissée sentant le soleil, la déployait sur ses genoux, la regardait par transparence, la pliait, les manches à l'intérieur avec application presque avec gravité. Parfois elle faisait une reprise. Elle n'aimait guère la couture et moi-même je préférais la voir tirer sur ses cardes ou tourner son nouet. L'aiguille, instrument particulièrement citadin, représentait à mes yeux un symbole de mollesse. Il était de tradition dans notre famille que le métier féminin noble par excellence consista à travailler la laine. Manier l'aiguille équivalait presque à un reniement. Nous étions faciles par accident, mais nous restions fidèles à nos origines montagnardes de seigneurs paysans. Ma mère ne manquait jamais d'évoquer ses origines lors des querelles avec les voisines. Elle osa même se tenir devant Rahma que nous étions d'authentiques descendants du prophète. Il existe, dit-elle, des papiers pour le prouver, des papiers gardés précisément par l'imam de la mosquée de notre petite ville. Qui es-tu, toi, femme d'un fabricant de charrues sans extraction, pour oser mettre ton linge plein de poux près de mien fraîchement lavé? Je sais ce que tu es, une mendiante d'entre les mendiantes, une domestique d'entre les domestiques, une va-nu-pieds, crottée et pouilleuse, une lécheuse de plats qui ne mange jamais à sa faim. Et ton mari, parle-moi de cet être difforme, à la barbe rongée de mythes, qui sent l'écurie et vrai comme un âne. Que dis-tu? On parlait à ton mari? Est-ce que moi je crains ton mari? Qu'il vienne. Je lui montrerai de quoi peut être capable une femme de noble origine. Quant à toi, arrête tes piaillements et ramasse tes ardes. Toutes les voisines témoigneront en ma faveur. Tu m'as provoqué. Je ne suis pas une petite fille pour me laisser insulter par une femme de ton espèce. De notre fenêtre du 2e étage, pâle d'angoisse et de peur, je suivais la scène, alors que ma mémoire d'enfant enregistrait les phrases violentes. Le soir, tout abruti de sommeil, j'entendis mon père monter l'escalier. Il entra selon son habitude, se dirigea vers son matelas posé à même le sol. Ma mère prépara le souper, posa la table ronde, le plat de ragoût et le pain. On sentait qu'elle boudait. Mon père se mit à manger sans poser de questions. Ma mère boudait toujours, puis elle éleva brusquement la voix et dit « Cela ne te fait rien à toi, qu'on nous traîne dans la boue, qu'on nous insulte, qu'on insulte nos nobles origines, nos ancêtres qui faisaient trembler les tribus? Cela ne te fait rien que les gens de basse extraction tentent de souiller, par des paroles inconvenantes notre famille, qui compte parmi ses morts des hommes courageux,
des chefs, des saints et des savants? Toujours silencieux, mon père continuait à manger. Ma mère recommença. Oui, tout cela ne te fait rien. Que ta femme subisse tous les affronts, ton appétit n'en est pas affecté et tu manges comme à l'ordinaire. Moi j'ai tellement de peine sur le cœur que je ne mangerai plus jamais de ma vie. Ma mère, se cachant le visage dans ses deux mains, poussa un long sanglot et se mit à pleurer, à chaudes larmes. Elle gémissait, se lamentait, se donnait de grandes claques sur les cuisses, chantait sur un air monotone et combien triste tous les malheurs qu'elle avait frappés. Il énumérait les insultes qu'elle avait reçues, les épithètes dont on l'avait gratifiée, recommençait intarissablement le panégyrique de ses ancêtres qui, par la même occasion, se trouvaient offensés. Mon père, rassasié, but une gorgée d'eau, s'essuya la bouche, tira à lui un coussin pour s'accouder et demanda: Avec qui t'es-tu encore disputé? La phrase eut sur ma mère un effet magique. Elle cessa de pleurer, releva la tête et avec une explosion de fureur s'adressa à mon père. Mais avec la gueuse du premier étage, la femme du fabricant de charrues, cette dégoûtante créature a souillé mon linge propre avec ses guenilles, qui sentent l'étable. Elle ne se lave jamais d'ordinaire. Elle garde ses vêtements 3 mois, mais pour provoquer une querelle, elle choisit le lundi, mon jour de lessive. Pour sortir saillant, tu connais ma patience, je cherche toujours à aplanir les difficultés. Je ne me départis jamais de ma courtoisie coutumière. Je tiens cela de ma famille. Nous sommes tous polis. Les gens qui nous provoquent par des paroles grossières perdent leur temps. Nous savons conserver notre calme et garder notre dignité. Il a fallu cette pouilleuse. La voix de Rahma troua la nuit. Pouilleuse, moi, entendez-vous, peuple des musulmans? La journée ne lui a pas suffi. Les hommes sont maintenant dans la maison et pourront témoigner devant Dieu qui de nous deux a dépassé les limites des convenances. Ce qui se passa après ne peut être décrit par des mots. Ce furent d'abord des cris aigus et prolongés, des vociférations, des sons sans suite et sans signification. Chacune des antagonistes penchait hors de sa fenêtre, gesticulait dans le vide, crachait des injures que personne ne comprenait, s'arrachait les cheveux. Possédée de démons de la danse, elle faisait d'étranges contorsions. Voisins et voisines sortirent de leur chambre et mêlèrent leurs cris aux cris des deux furies. Les hommes de leur voix grave les exhortaient au calme, insistaient pour qu'ils maudissent solennellement Satan, mais ces sages conseils les excitaient davantage. Le bruit devint intolérable. C'était une tempête, un tremblement de terre, le déchaînement des forces obscures, l'écroulement du monde. Je n'en pouvais plus, mes oreilles étaient au supplice, mon cœur dans ma poitrine heurtait avec force les parois de sa cage. Les sanglots m'étouffèrent, et je m'écroulai aux pieds de ma mère, sans connaissance. Fin du chapitre.